Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Balado Roller, le podcast de rollerenligne.com. Aujourd'hui, une nouvelle fois, nous avons un invité exceptionnel derrière le micro. Il fut l'un des pionniers du slalom freestyle en France. Il fut également l'un des membres fondateurs de la CNRA, mais aussi parmi ceux à l'origine de l'IFSA. Son image est difficilement dissociable des premiers twisters orange. Si vous n'avez pas encore deviné qui est notre invité, encore un petit indice. Je parle de l'homme aux 3V dans ses initiales. Avec mon ami Walid, nous recevons donc aujourd'hui Vincent Vivanca. Bonjour Vincent. Salut Alex, salut Walid. Encore une fois, une interview un peu particulière parce que Vincent et moi, c'est un peu tic et tac. On a roulé pendant des années ensemble, on a fait plein de conneries, plein de jeux à la con ensemble aux Invalides et on a été plein de fois sur les compétitions. Donc c'est un peu une interview souvenir. Je pense qu'il y aura quand même des anecdotes. Donc ça risque d'être tout à fait sympathique. En tout cas, c'est un grand plaisir de retrouver Vincent. Il faut dire que c'est un épisode qu'on voulait faire depuis très longtemps, qu'il a été un peu compliqué à organiser parce que Vince, il en parlera, il habite à La Réunion. Donc c'est pas toujours très évident. Et c'est très bien qu'on le fasse maintenant puisque ça fera le pont avec l'interview de Christian Debacker qu'on a fait il y a pas très longtemps et qui parle de Vince. Donc voilà, donc c'est parfait. Ouais, exactement. Ouais. Christian nous a permis de nous rafraîchir un peu les idées, notamment sur ton rôle de négociateur féroce au niveau comptable au sein de la CNRA. Mais bon, c'est pas par cette partie-là qu'on va commencer. On va commencer par la question traditionnelle. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, Vince, pour ceux qui te connaîtraient pas? Donc Vincent Vivanca, j'ai commencé le roller dans les années 90. J'ai 46 ans et j'ai un parcours de sportif, un parcours d'élu à la fédération et dans la politique du sport, un parcours d'entraîneur, mais surtout de passionné du roller. Ce qui nous intéresse dans la première partie, désolé, je vais laisser Walid enchaîner, c'est ton parcours sportif. Comment t'as démarré le roller? Alors j'ai commencé le roller, j'avais des quads quand j'étais petit, que j'avais mis sur mes chaussures, des petits quads réglables. Et puis un jour, j'habitais en province et sont arrivés, ça doit être dans les années 96, sont arrivés les rollers en ligne en magasin. Et voilà, j'ai décidé d'en acheter une paire. Et après, c'était super. J'ai branché un copain. On était à Poitiers à cette époque-là. On a commencé un tout premier club aussi. Et d'ailleurs, ça s'appelait le Total Gliss Team à l'époque. Et c'était avec un mec qui s'appelait Rahan, Sylvain Ventena, qui faisait du saut. Il faisait des démos dans un roller, dans un resto qui s'appelait le Resto qui Twist, le roller. Et aussi avec un gars qui était aussi champion de France en BMX et un autre gars en skateboard. Voilà, on a commencé comme ça. Puis après, sont arrivées les compétitions régionales. Donc, merci aussi à la Ligue Poitou-Charentes, pour Elie Guérin, Malika, il y avait plein de noms, mais j'oublie. Et donc, première compétition, slalom, saut, et voilà, c'était super. C'est comme ça que je m'y suis mis, et je crois que ce championnat, c'était 97. Donc tu commences directement par toutes ces disciplines que tu viens de citer, du slalom, du saut? Exactement, on faisait un peu tout. Je faisais au début, oui, slalom et saut, les deux. Après, je pars sur Bordeaux. À Bordeaux, je croise l'été un team qui faisait des démonstrations sur la plage, qui s'appelait Sport Aventure, avec Thierry Cadet, que je croise un soir sur la plage, bien fait, bien en forme, et puis qui me dit quand tu arrives sur Bordeaux, viens à la démo, je te rentre dans le team. Et ça s'est fait comme ça, avec les frères Hansler, Alex et Guillaume, ouais, et puis d'autres aussi. Hein. Et donc avec le team Sport Aventure, on a commencé à faire tourner des plages pour faire des démos, initiation au roller. Et là-dedans, on faisait saut en funbox. On avait la funbox, une vieille funbox, je crois la vieille funbox de Rollerblade 96. Et puis moi, j'étais aussi sur la partie slalom. Voilà. Deux choses. La première, c'est que je savais pas que Sylvain Ventena, il avait été sur Poitiers. Salut Sylvain, si tu nous écoutes. Et puis la deuxième chose, c'est donc t'as pas fait trop de quad au départ. T'es passé directement sur le roller en ligne. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu des quads en tant qu'enfant. Mon père avait des quads tout moulés qui faisaient du 39. Moi, je fais du 43. Donc, passé 13 ans, je pouvais plus rentrer dedans. Et donc, j'ai acheté directement les patins en ligne. C'était quel patin au départ? Rollerblade, c'était Spirit Blade. Donc au départ Poitiers, tu commences à faire les premières compétitions, t'arrives à Bordeaux. Alors là, Bordeaux, on en a déjà parlé avec Luc, avec Camille, etc. C'est quand même une ambiance assez particulière. Avec qui tu roules, où tu roules à Bordeaux, et est-ce que ça a été une période qui a été importante pour toi?
Ah bah oui, c'était premier sponsor, donc on donne des patins. D'ailleurs, j'avais eu les K2 à l'époque, on donne des roues, on donne t-shirt, tu fais la démonstration, il y a des gens qui t'applaudissent, tu partages un super truc, c'était sympa. À l'époque, le team était très branché agressif, donc ils étaient en slalom pas très fort, donc je suis rentré aussi comme ça. Luc était pas encore arrivé au tout début à Bordeaux, et donc sur Bordeaux, là, il y a une montée il y avait Péberlan, ouais, il y avait, on était sur les quais, donc les quais d'avant. Il y avait encore les hangars. Après, on a eu une première rampe qui a tout pourri d'ailleurs. Et puis, on avait une première dalle en béton. C'était une bonne ambiance. Ouais. C'est un projet aussi, non? Il n'y avait pas Saint-Pro aussi Il y à avait l'époque? Saint-Pro aussi, ouais. Il y avait aussi, j'ai oublié, il y avait un quartier un peu d'affaires là. J'ai oublié comment ça. Mériadec. Mériadec, exactement. Merci les Bordelais. Et puis moi j'ai fait une école de commerce, et dans l'école de commerce on avait aussi une association sport, et là-dedans on faisait aussi du coup roller. Avec quel patineur tu faisais du roller? Parce qu'il y avait quand même une sacrée équipe à l'époque à Bordeaux. Le temps est passé, j'ai encore les visages, mais c'est un peu bougé, mais c'est des anciens, ouais, ouais, donc ça a bougé un peu. J'ai plus tous les prénoms. Moi, j'ai aussi bossé à Bordeaux en roller avec cette équipe-là. J'ai bossé en tant que job étudiant à Auchan en roller. Je me souviens quand je leur ai fait acheter ma paire de quads chez Hawaii d'ailleurs. Merci Auchan. Après, à Bordeaux, l'équipe est un petit peu montée. Il y avait un peu de slalomeur, mais finalement, bon, il y avait pas tant de niveau que ça. Il y avait un peu de niveau en sèche. Et donc, après, je suis monté sur le premier championnat de France. C'était 98 Cabourg. Donc là, on est monté avec un copain de Poitiers. On monte à Cabourg. On retrouve Sylvain Ventena d'ailleurs. Et puis, on retrouve d'autres patineurs. Et on retrouve Roy, côté slalom. Donc Roy Collet, dont on parle régulièrement dans les épisodes. Bien sûr, Rachid Menchar, Stéphane Zuber, et puis Pierre Jouvion, Pierre Bensi, enfin toute la fine équipe du championnat de France, et puis aussi les équipes, les sauterelles, hein, aussi ceux de La Rochelle qui étaient encore pas tous seniors à cette époque-là. Il y avait encore des cadets et des juniors chez Franck Volpey, chez Pierre Sella, voilà, Malika, Aurélie, ouais, tout ça. Et donc Cabourg, grosse ambiance. Il y avait le water jump aussi. Moi, j'ai fait aussi water jump là. Je me souviens, il y en a un qui s'est ouvert la tête qui a fait un énorme backflip, il s'est ouvert la tête dans le fond de la piscine, et je me demande si c'était pas toi, Sylvain. Tu me diras. Alors, je ne sais plus à quelle date on s'est rencontrés, mais je me rappelle encore. J'étais aux Invalides, qui était notre spot. J'étais donc assis là sur le muret. Je faisais mon parisien bien relou. Donc, on voyait des gens arriver, et on voit un mec arriver tout en jaune, enfin tout en orange, pardon, et qui commence à faire des trucs avec des cafetières et tout. Et donc, on le regardait un peu bizarre, genre, c'est qui ce mec? Et donc, c'était Vince. Et je pense qu'on s'est pas parlé tout de suite parce que la fierté et l'ego parisien a fait qu'on n'a pas dû parler tout de suite. Mais c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, et je ne sais plus quand est-ce que c'était. Peut-être pour une démo, ou peut-être pour une petite compète qu'avait organisé Seb. Enfin, je sais plus ce que c'était. Ouais, c'est ça. Ça devait être en 99. Alors, dans ces années-là, il y a eu juste avant, il y avait une compétition. Ça devait être à l'île de Ré, de 99. On avait emmené la Funbox dans l'océan. Bon, bref, il y avait une compète. Et puis, je rencontre l'équipe Technica. Donc, Sébastien Lafargue, Marie Roudier, Greg. Et Greg puis, Pinto. ouais. Greg Pinto. Ouais. Et puis à ce moment-là, j'ai fini mon école à Bordeaux, et je commence à partir un peu sur Paris. Puis ils me disent, bon, bah, nous, on fait un truc aux Invalides. Si tu passes dans le coin, viens, on fait une compète comme ça, cool. Et en fait, il y avait quand même, j'arrive là, et effectivement, il y avait beaucoup de monde, hein. Je suis repassé ce week-end, il y avait moins de monde, mais il y avait beaucoup de monde sur tous les murets, dans tous les sens. Il y avait aussi Jérôme Spanu, merci. Salut à toi, Jérôme. Et oui, donc Jérôme était fort en cafetière, en quad, et puis donc moi j'arrive effectivement quad cafetière en ligne, donc patin orange, effectivement, orange et bleu, les premiers twisters. De là, je rejoins après, en quittant le team Sport Aventure, je rejoins l'équipe Technica grâce à Sébastien. Je reviens sur un truc parce que quand même, sur Bordeaux, de mémoire, t'as quand même roulé avec Scali, avec Maxime Galichet. Je me rappelle que t'as aussi roulé avec Camille, puisqu'il y avait des vidéos de toi, etc. Comment c'était l'ambiance à cette époque-là? Parce que t'en as pas parlé, mais quand même, il y avait une ambiance assez particulière pour le slalom à cette époque.
On était tous étudiants plus, donc libre aussi d'être tard le soir, la nuit sur les quais. Et oui, c'était quand même bien sympa. Et puis on était dans les années 98, 99, 2000, c'était l'essor du patin en ligne. Donc une grosse activité qui monte avec beaucoup de médias, beaucoup de compétitions, beaucoup d'événements. Enfin, c'était très sympa. À cette époque-là, par exemple, je montais la section accro côté SPUC, Sport Pessac Union Club, donc à Pessac. Merci à Delphine Delphine Martinez qui m'avait accueilli là avec le club d'artistique. Salut Delphine. J'avais un tremplin. Alors, pour la petite anecdote, on lui avait mis des roulettes de caddie. Et donc moi, j'habitais, je sais plus, à Talence, la porte Barrière Saint-Genès, c'est pas porte, c'est Barrière Saint-Genès. Et on traversait comme ça Bordeaux jusqu'à l'autre bout avec le roller sur ses roulettes de caddie pour aller le poser sur les quais et puis pouvoir faire ça, ouais. Bon, c'est sûr que le slalom, c'est plus facile à transporter, hein. C'était aussi le début d'Internet, en fait. C'était les premiers, à l'époque, c'était un peu les prémices des premiers sites, du premier réseau, etc. Alors à l'ancienne, effectivement, avant, on avait des cassettes VHS. Et puis après, ils sont arrivés donc avec tout ce premier réseau. Donc grâce à toi, Walid, il y avait donc eBride, il y avait Roller FR, il y avait MAP, Freeride BX. et Freeride BX, les 4, et Universkate. Et donc tout ça commençait un petit peu donc à pouvoir partager des vidéos plus simplement qu'en se passant des VHS de compète en compète. Ça a permis aussi beaucoup effectivement de se rapprocher. Ça réduit beaucoup les distances parce qu'avant, les distances étaient grandes entre Bordeaux, La Rochelle, Paris, Laon, alors qu'après, avec Internet, ça allait quand même beaucoup. On appartenait à la même communauté. J'ai passé un certain nombre d'heures ou d'années sur Farf. Pour ceux qui connaissent pas, il y a que les anciens qui peuvent connaître encore maintenant. Farf, c'était le réseau, enfin c'était le forum du réseau eBride sur lequel à l'époque, en fait tout le monde était dessus. C'est-à-dire que n'importe qui venait, il posait une question, il y avait Vince, Seb, moi, Camille, n'importe qui répondait en fait. C'était un endroit assez magique finalement. Alors ça trollait beaucoup, hein, c'était quand même parfois c'était quand même un peu dur quoi si t'arrivais, mais ça avait l'avantage un peu comme si t'étais sur Facebook dans un groupe où il y a tout le monde, enfin ou n'importe quelle technologie quoi. Donc voilà, c'était comme ça à l'époque. Sauf qu'il y en avait qu'un. Il n'y avait pas 36 groupes Facebook ou WhatsApp, c'est qu'il y en avait qu'un et tout le monde était sur le même. Alors il y avait différentes discussions, hein. Ceux qui parlent des compètes, ceux qui parlent des résultats, ceux qui parlent des tricks, ceux qui parlent du matos. Mais ça, ouais, ça a resserré. C'était une époque un peu magique, ça a resserré toute la communauté. Alors, est-ce que tu sais, toi, Walid, pourquoi ça s'appelle Farf? Alors non, je sais plus, forum machin. Farf c'est une figure de street. Farfenungen. Ouais, mais je sais plus l'acronyme, ce qui veut dire. Ah mais non, mais ça venait de là. Non, je me demande s'il n'y avait pas un acronyme aussi qu'on a mis pour faire le truc. Mais en tout cas. Et je crois qu'il est toujours là, donc grâce à Mathias. Merci Mathias. Ouais, merci Mathias Saou. Ouais. Revenons maintenant sur ce que tu disais, donc cette période où tu commences à te faire sponsoriser par Technica, rentrer dans le team. Qu'est-ce que ça veut dire de se faire sponsoriser par Technica? La différence par rapport à Sport Aventure, c'est que déjà Technica, c'est un team de slalomeurs. Il y a Sébastien qui roule bien, Jérôme Spanu qui roule bien, Greg, Marie. Après, donc on en a eu d'autres, hein, effectivement, Mathieu Prudent, et puis Séverine, Thomas. Voilà, donc tout des. Donc ça monte. En plus, le team monte. Donc je crois qu'à ce moment-là, je commence à faire rentrer Max aussi. Maxime Galichat. Exactement. À cette époque-là, on commence aussi à avoir des contacts à l'international. En 2000, je vais à Lausanne. Donc Lausanne, c'était sur la deuxième partie, le Blue Win Lausanne, c'est donc la partie slalom. On avait des contests avec les Suisses, bien sûr, les Italiens, plutôt les Italiens, quelques Hollandais, et puis les Français. Voilà. Après, dans un deuxième, on a eu les Russes, puis les Espagnols, tout ça. À ce moment-là, on avait des règles différentes. Et donc, c'était sympa, mais c'était pas super organisé. Donc, premier contest à Lausanne. Je fais deuxième, je crois que je sais plus. Premier ex-aequo, je sais plus. Mais je me souviens que c'était avec. On était hommes et femmes ensemble et c'était cette fameuse italienne qui. Elena? Oui, Minelli, qui fait le podium aussi.
C'était un bon moment et donc le début de l'international. Après, bien sûr, je continue le championnat de France tout du long. 98 jusqu'à je sais pas quand. Je crois que le dernier championnat de France où j'ai participé, c'est 2019, avant le Covid. Et puis, côté Lausanne, cette compétition très intéressante, très internationale, centrale pour l'Europe. Je vais jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils ferment et qu'ils arrêtent. Alors, cette compétition, non seulement elle est très importante, mais elle est vraiment fédératrice puisque elle est le moyen pour nous autant Seb par exemple, il voyage beaucoup parce qu'il avait la possibilité de le faire, mais pour nous tous, c'était un peu le rendez-vous international qui nous permettait de rencontrer tous les gens. C'était pas forcément hyper facile à l'époque sur Internet de voir aussi ce que tous les autres faisaient. Moi, je sais qu'on filmait beaucoup pour Roller FR pour mettre les vidéos sur Internet, pour faire connaître les gens. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, cette rencontre justement avec toutes ces autres cultures et tous ces autres gens qui font finalement du slalom, mais avec leur propre style et voilà. D'abord une rencontre. Voilà, moi j'ai l'esprit ouvert, j'aime bien rencontrer les gens, donc d'abord une rencontre, des cultures différentes, bien sûr des tricks différents aussi, donc des façons de faire les tricks qui sont différentes. Nous on avait nos règles et donc avec d'autres règles, ils ont inventé d'autres tricks. On en parlera dans une deuxième partie, mais Christian me dit un jour à Lausanne, il me dit mais tu sais, il va falloir monter, il va falloir unifier tout ça, il faut que quelqu'un s'en occupe. Donc il n'y a pas 36 choix quoi. Il faut que tu y ailles, il faut que tu le fasses. C'est parti un peu comme ça. Donc Lausanne, c'était monté d'abord par un shop sympa. Donc Starway. exactement. Starway, ouais. Et puis Starway, donc merci à eux. J'ai les résultats de 2000 sous les yeux, alors je sais pas si c'est l'année dont tu parlais, mais... Alors, 2000. Résultat des finales de style. Le vainqueur, c'était un garçon en quad qui s'appelait Alessandro Aloïse. Et deuxième ex aequo, il y avait Elena Minelli et Vincent Ouais, c'est Vivanca. ça. T'as meilleure mémoire que moi. J'ai une mémoire base de données, ouais. Et donc Starway, on sent bien qu'ils sont, voilà, ils ont besoin d'un relais. Et puis au départ, donc ils sont pas experts non plus du patinage. Donc au bout d'un moment, il y a des nouvelles figures et voilà, ils font de leur mieux, mais on sent que voilà, ils ont besoin d'un coup d'aide. Et je me souviens d'une célèbre vidéo de notre ami Alf33. Exactement, qui a fait un peu la parodie de la chose et qui a souligné quoi toutes les faiblesses du jugement, de la connaissance, de la discipline et la discipline a commencé à avancer et elle a eu besoin que finalement les patineurs contribuent. Donc là, il y a les premiers Lausanne, donc dans le début des années 2000. En parallèle, il y a d'autres compétitions. Je pense qu'on a fait ensemble, on a dû aller en Italie, à Monza. Il y a pas mal d'autres compétitions. Comment tu vis en fait ces compétitions? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi sur ta façon de patiner, sur ta façon de voir un peu le jugement, le business du roller, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui ont un impact plus que d'autres? Pour moi, c'est difficile de répondre en tant que patineur pur. J'ai participé à toute cette époque avec plusieurs casquettes en tant que alors, à Bordeaux, c'était en tant que ligue, et puis ensuite en tant que CNRA fédération, puis en tant que IFSA, donc regrouper ces différentes compétitions. D'abord, pour essayer de regrouper tous ces événements, et il y a une partie discussion politique avec les organisateurs, avec les parties prenantes, avec les autres patineurs. Vous attendez quoi? Vous voulez faire quoi? Et puis bien sûr, il y a une partie purement sportive, donc pouvoir faire les figures. Mais à chaque fois, j'ai participé avec ce double regard. Donc effectivement, Monza, donc en Italie, à côté de Milan, sur ce circuit-là, monte à une compétition traditionnelle qui existe encore aujourd'hui. Hein. Donc eux, ils avaient d'autres distances. Ils avaient, à l'époque, on avait le grand slalom et on avait je me demande pas si on n'avait pas du 1m50. 75, 1m50 Et 1 mètre, on est passé à 1m20 et 80 cm. Les Italiens, eux, avaient du 80 cm et du 50. Et donc, c'est là qu'on a fait la fusion des deux et c'est comme ça qu'on arrivait à avoir 3 lignes. Finalement, on a fait des questionnaires en disant vous seriez prêt à faire quoi? Vous seriez d'accord avec quoi? Vous seriez contre quoi? Et en demandant à chacune des parties prenantes, on a réussi à avoir un début de règlement commun. Alors, le tout début de règlement commun, c'était déjà avoir les mêmes lignes. Déjà, est-ce qu'on est d'accord qu'on veut 20 plots? Est-ce qu'on est d'accord qu'on veut 2 lignes, 3 lignes? Et les parties prenantes étaient à l'époque l'Italie, parce qu'ils avaient Monza, la Suisse, parce qu'ils avaient Lausanne, la France, parce qu'il y avait le championnat de France, la Hollande et ensuite l'Espagne.
Donc voilà, on a réussi à monter avec ça. Est-ce qu'on voulait mettre une note de technique, une note d'artistique, combien on voulait de catégories? Est-ce qu'on voulait séparer les hommes, les femmes? Est-ce qu'on voulait les mettre ensemble? Sur le style, on avait dit, bon, on va séparer les hommes et les femmes parce que ça permet quand même à toutes les catégories, ça permet de développer le sport, ça permet d'avoir aussi plus de reconnaissance, plus de podiums. Et cette année-là, juste l'année prochaine, on fera ça. Cette année-là, je crois que c'était Katia Voronicheva qui gagne. Et alors là, polémique, mais vous séparez parce que c'est une fille qui a gagné. J'ai dit, bah non, la décision, on l'avait prise avant. Et voilà, c'était. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le niveau féminin et masculin en somme figure est très proche et très complémentaire. Ouais. Et d'ailleurs, en speed également aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais donc, on prend cette décision de faire des catégories, de faire des règlements. Et ensuite, on prend la décision d'essayer de faire monter d'autres pays. Donc, le pays qui monte, après, c'est la Corée. Donc, l'IFSA, on a monté ça en 2002. On a mis en place tout ça. Et la Corée, je crois qu'on y était en 2004. Alors là, la Corée, ils arrivent. Ils ont la place de Séoul, Olympic Park, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ils ont des dalles de 30 cm. Et donc, ils font du slalom en 60 et en 90. Elle dit, vous n'avez pas de chance, on vient de faire les règles, c'est en 50 et en 80. Et donc, on les intègre comme ça et on essaye d'unifier les règles en disant, le plus important, c'est qu'on patine ensemble et qu'on puisse faire un championnat ensemble. Donc, on fait ça. Quand on va au tout début en Corée, c'est en tant que sportif, avec Sébastien, avec Soraya, avec Vegeta. Et on fait des démos, on fait un tour de Corée. Et là, on croise des petits... Personne parlait anglais, puis nous, on parlait pas trop coréen non plus. Hein. Il s'appelle Kim Soon-jin. Il s'appelle... plusieurs, j'ai encore mangé les noms. Et donc, après, ils grandissent et puis ils deviennent plus des patineurs internationaux. Mais à cette époque-là, ouais, on les rencontre tous et puis on monte aussi on rencontre aussi ces nouvelles marques. Donc, la première s'appelait MX, qui était en partenariat ensuite avec Seba. Vous avez dû la voir dans l'interview à ce moment-là. Donc, en 2004, le team Technica change parce que Technica rachète Rollerblade et dit on n'aura plus de team Technica, il s'appellera Team Rollerblade. Et une partie des patineurs vivent leur vie, mais pour développer le roller sur d'autres marques différemment, d'autres produits, et c'est super. Et donc, on rencontre un peu toute la scène asiatique. On se pose alors entre les athlètes, je suis en train de sauter un peu une étape, mais entre les athlètes asiatiques qui ne peuvent pas venir en Europe parce que c'est trop cher, et les athlètes européens qui ne peuvent pas aller en Asie parce que c'est trop cher, la question de dire mais comment on va réussir à faire un championnat si en fait on n'arrive pas à patiner les uns avec les autres. Donc on se posait ce type de questions. En même temps, il y a ceux qui étaient au milieu, les Russes, qui montent avec des nouvelles figures, des nouvelles capacités d'entraînement, rigueur, mais aussi des figures super bien maîtrisées. On repense à notre ami Sergei Kuchneskov, donc lui aussi avec donc des super figures, des super gainages, super tenues. Puis en même temps, en tant qu'athlète, on continue à inventer des figures. Là où dans les années 90, on faisait la cafetière, on disait tiens, il y a quelqu'un qui a fait une figure assise, il a fait la cafetière. Dans les années 2000, la cafetière, elle est en arrière, puis après, elle est alternée d'un pied sur l'autre. Ça s'appelle la Kazakh Shock. Je me souviens, on sort cette figure en même temps avec Sébastien au championnat de France, c'était à Marseille. Alors, c'était quelle année, Marseille? Je ne sais plus. 2001 Non. Peut-être 2000, ou c'était Nice 2001, je ne sais plus. Non, il faudra vérifier dans les archives. Nice 2000, Marseille, peut-être 2001, truc comme ça. Et donc, on sort en même temps cette figure. Voilà. Et puis après, il y a encore d'autres figures qui inventent. Après la Kazakh Shock, on passe la Kazakh Shock Spin. Salut à notre camarade Walou aussi. Kalou, excuse-moi, qui déjà dans les années 2000 ou les années 99 faisait tout slalom en wheeling. Donc là, après, au départ, ça paraissait impossible. Puis après, tout le monde s'y met. Puis du wheeling, on passe au retournement wheeling. Et puis voilà. Et les Coréens sortent les rotations wheeling avec Kim Soon-jin qui avait enchaîné 2 7 talons, 2 7 pointes là, c'était super. Et donc toutes ces figures poussent la discipline et on apprend. Ça me rappelle les nombreuses heures qu'on a pu passer aux Invalides à s'entraîner, à essayer de faire des Kazakh Shock ou des figures. Alors pour donner une grande différence entre Vince et moi, une petite anecdote tout à fait sympathique. Un jour, je sais plus quelle année c'était, on était tous les deux et on faisait un truc qu'on appelait les JAC, donc les jeux à la con.
Et un jour, il y avait un jeu à la con, c'était il fallait faire une cafetière et il fallait se lever pour se mettre que sur la roue avant. Donc lui, il était en ligne et moi, j'étais en quad. Et au bout d'1 heure, moi, ça m'avait saoulé, j'avais arrêté. Et puis lui, plus rien, bref. Et puis un jour, il arrive et puis il va en compète et il sort ce truc-là. Donc la différence, c'est que moi, ça m'avait saoulé, j'avais arrêté. Mais lui, par contre, il s'est entraîné comme un acharné pour arriver à faire le truc. Donc voilà, c'est un peu la différence entre lui et moi, c'est qu'à chaque fois, lui, c'était un acharné et pas moi. Voilà. Effectivement, je pense qu'à cette époque-là aussi, il y avait énormément d'émulation et donc il y avait beaucoup de créativité à essayer de faire justement de faire toutes ces figures. Il y a aussi pas mal de fusions, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi pas mal de fusions avec toute la partie frisquette aussi, donc tous les slides, etc., etc. Donc il y a énormément de motivation un peu partout. Alors là, on était à Paris à ce moment-là. Moi, j'ai des souvenirs de très grosses motivations à cette époque-là. Avant les téléphones portables, donc tu savais que tu allais sur le spot et tout le monde était là, quoi. Ouais, effectivement, là, ce qui a beaucoup bougé, c'est que j'ai déménagé à Paris. J'ai choisi d'habiter aux Invalides pour être proche du spot. Donc en fait, j'étais à peu près à 2 minutes du spot. En gros, j'arrive le premier, je pars le dernier. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Forcément, en passant du temps sur le spot, pas en étant toujours assis sur le muret à discuter, et ben finalement, on s'entraîne. Et à force, la condition physique, elle arrive, la maîtrise, elle arrive, et les figures, elles arrivent aussi naturellement. Et même les inventions de figures, elles arrivent. Celle que tu décris, là, c'était cafetière wheeling. Donc cette cafetière wheeling, au départ, je partais très très vite sur le 1m20, et puis bon, maintenant ça a beaucoup évolué, on peut la faire au ralenti, voilà, donc la maîtrise a bougé, mais au début ça paraissait impossible, et effectivement c'est grâce à l'émulation que c'est sorti. Ouais, j'ai une question pour toi, Vince. Parce que toi, dans tes slaloms, le truc qu'on remarque directement à chaque fois qu'on te voit sur une compète, c'est tes signatures. Alors, les signatures, c'est arrivé quand? Tes dédicaces? Il y en avait déjà, et puis alors on l'avait rentré un petit peu dans le règlement, qu'en fait ça faisait partie du slalom, des choses qui font une figure qui fait pas partie, mais qui finalement rentre dans le run pour embellir un petit peu la partie chorégraphique. Mais c'est arrivé quand? C'est aussi arrivé, je dirais, avec toutes les démonstrations, parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire des démos. Je l'ai dit, avec Sport Aventure, mais après à Paris, avec Mousse aussi, qui nous a emmenés ici et là faire des démos, c'était assez agréable. Et donc quand on est en démo, on a envie de faire le show, on a envie de faire le spectacle, donc que ce soit l'écart américain, que ce soit le L-kick sur la main, que ce soit la Christie qui tourne, par exemple. Enfin, il y en avait plusieurs, mais c'est d'abord parce qu'on s'amuse bien, qu'on a envie de rigoler entre copains, et puis qu'on a aussi envie de faire le show. Et les musiques caractéristiques des goûts musicaux de Vincent aussi. La musique, c'est arrivé à Lausanne. Avant, il n'y avait pas de musique. Et puis, au fur et à mesure, à chaque fois, on allait voir le DJ, on dit, bon, quand je passe, tu passeras telle musique, puis tu passeras telle musique. Et puis, à force, c'est vraiment rentré dans le run. Et donc, et puis après, on a changé un peu la discipline en disant, ça se fait en musique, tu viens, tu donnes ta musique et tu passes. Alors, sur l'aspect musical, je ne peux pas ne pas raconter une anecdote aussi. À l'époque, alors je sais plus quelle année c'était, peut-être 2003 ou 2004. Un jour, Vincent vient nous voir et nous dit, donc nous, c'était, il devait y avoir Ben, Kalou et peut-être même Zup dans l'histoire. Oui. Je me rappelle très bien, on était un vendredi soir. On devait manger un resto chinois à côté de Palais Royal ou un truc comme ça. Et Vince nous expose son projet. Il nous dit, bon, voilà, les gars, je voudrais faire une vidéo où on fait du roller. Ça commence le matin à l'aube et ça se termine le soir au coucher du soleil. Donc on est là, genre ouais, c'est cool et tout. Puis à un moment, il nous fait écouter la musique qu'il veut mettre. Et là, tout le monde dit non, là, ça va pas être possible, ta musique, ça va pas être possible. Et je me rappelle de Ben qui lui dit non, mais là, ça va vraiment pas être possible, ta musique. Et donc en fait, finalement, on a fait un compromis. On a fait 3 versions. La version vue par Ben avec la musique de Ben, de la musique classique qui pète grave parce que c'est Ben. C'était Dies Irae, c'était un requiem de Mozart. La deuxième, c'était Kalou, version Yalla, c'est cool, c'est la fête, un peu déjantée à la Kalou, quoi. Et la troisième, la version de Vince. Et donc, ces 3 vidéos sont devenues Vince in Paris. Donc, en fait, on était vendredi soir, on s'est dit, on filme demain matin. Donc, lendemain matin, 6h, il faisait froid, c'était parti, on était en train de filmer, quoi. Voilà. Et la celle de Vince, c'était quoi alors, la musique? T'as pas dit le titre? Je sais plus. Honnêtement, il faudrait réécouter. Vous pouvez pas nous faire un cliffhanger comme ça et pas nous ressortir le nom, quoi. Non, mais moi, le souvenir que j'ai, effectivement, c'est Vince en train de slalomer
à Montmartre avec Dies Irae. Ça, ouais, c'est les images de ces vidéos de l'époque, effectivement. Il faisait très froid, c'était au mois de janvier. On était à l'aube, donc il y avait de la lumière violette, c'était très beau. Et quand on est arrivé au rond de Montmartre, donc c'était la nuit, hein, pour avoir le lever de soleil, alors là, il faut y aller. Quand il y a le lever cette petite lumière violette, c'était le moment de filmer. Et là, sur le trottoir, il y avait l'eau qui avait coulé, elle avait gelé. Donc déjà, on a tapé un peu la glace. Et puis ensuite, on retire tous les manteaux, parce que quand même, ça faisait moche sur la vidéo. On a filmé, donc merci à vous quatre. Ouais, il y avait les tac-tac dans les marches du Trocadéro aussi, avec les concours de tac-tac et tout. Enfin, on s'était bien marré à l'époque à faire ces vidéos, quoi. Voilà. C'était le lendemain, donc janvier, le lendemain du Nouvel An. Les Parisiens avaient cassé les bouteilles de champagne dans les marches. On a mis un petit coup de balai sur 1 mètre de large et on allait direct faire le slalom dans les marches. Alors, je perdu le fil, je sais plus où on en était. Il y a pas mal de vidéos qui ont été faites avec Vince au fil du temps. Vince, tu retiens laquelle en particulier ? Je pense peut-être la première, parce que d'abord, vous m'avez bien aidé tous les quatre. C'était un petit groupe, c'était aussi le début. Et puis, ouais, c'était sympa celle-là, Vince in Paris. Moi, j'en ai une autre qui me revient, mais qui est pas du tout liée à tes débuts. C'est une vidéo que tu as fait pour Renault avec Kangoo, sur laquelle je suis retombé il y a pas longtemps. Ça devait être en 2006 ou quelque chose comme ça. Comment t'as eu ce genre de partenariat ? Kangoo a fait un prototype avec Rollerblade. Oui, le concept car, ouais, effectivement. Alors plus que ça, c'est que je suis allé au Motor Show, là, le salon de l'automobile de Bologne, et j'ai dû faire une semaine, 10 jours, je sais plus. Et en fait, toutes les 15 minutes, on faisait une démo de 5 minutes. Et donc, on continue, on rebouclait, avec des sauteurs italiens, avec Elena Minelli, avec Pierre, et donc les slalomers. Et ouais, c'était assez sympa. Une semaine, ils parlaient italien et portugais, et personne parlait anglais. On a bien rigolé, mais c'est comme ça que je suis arrivé là. C'est parce qu'en fait, c'est Renault qui a demandé à Rollerblade de faire ce concept car et d'avoir les démonstrations. Alors, on a beaucoup parlé de ta partie compétitive, sans pour autant parler vraiment de tes résultats à l'international. Au moment où l'IFSA se crée, tu as la double casquette, tu es à la fois athlète et institutionnel, je vais dire. Quel est le niveau maximum que tu as atteint en slalom à cette époque-là ? Et ben alors aujourd'hui, j'ai gagné donc plusieurs fois le championnat de France. J'ai dû gagner 7 fois, 6 fois en senior, 1 fois en vétéran, parce qu'après on devient vieux. C'était 2019, ouais. J'étais bien content. À l'international, j'ai gagné plusieurs compétitions, et donc en même temps, il n'y avait pas de championnat du monde, donc on a d'abord fait un championnat international, le championnat IFSA, et ensuite il fallait avoir la double casquette, il fallait créer le championnat pour pouvoir le gagner. C'était un peu compliqué. Et donc on rencontre la fédération internationale. À ce moment-là, du coup, j'enchaîne un petit peu les deux en même temps. C'est la fédération internationale nous dit, nous, c'est simple, on possède ce titre de championnat du monde, donc si vous voulez organiser un championnat du monde, il faut payer 10 000 €, prix d'amis, moitié prix au début. Et puis après, et moi je leur dis, nous, on a tous les athlètes, on a tous les juges, on a les règles. En fait, donc on apporte une vraie valeur. Vous avez un truc, ça nous intéresse aussi, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un partenariat donnant-donnant. On vous apporte une discipline. En plus, on était déjà à ce moment-là aussi en lien avec le CIO qui regardait donc le Comité international olympique qui regardait les sports jeunes. Alors on avait travaillé avec les Américains, avec Christian, hein, et avec l'ASA à ce moment-là, pour faire rentrer le roller en tant que sport olympique. Et puis dans un deuxième temps, le CIO était venu nous voir en tant que sport à l'étude, pour les étudier, pas forcément pour rentrer, mais pour les connaître. Et voilà. Et donc la Fédération internationale de roller skating, la FIRS, elle était très intéressée de faire rentrer aussi le roller aux Jeux Olympiques, et donc avoir une bonne relation avec le CIO. Donc, on avait tout intérêt à tous travailler ensemble. Et donc, après avoir fait un championnat international, on a eu le label, et donc on a fait le premier championnat du monde et la première Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde, c'est un circuit à points, ça dépend du nombre de fois qu'on a gagné de compétition. Il y a des qualifs, et donc il y en a il y a une finale, voilà. Donc j'ai dû gagner, ça doit être 2004. C'était en Italie, ça pour sûr. Qui y a dans ces championnats ? Parce que tout à l'heure, on parlait de l'Asie. L'Asie, c'était en plein boom. Est-ce que vous avez réussi à faire venir tout le monde, ou est-ce qu'il y a des régions qui n'y arrivaient pas ? Non, l'Asie n'y arrivait pas, hein, concrètement. Donc au départ, on les a invités. Notamment, j'en avais un chez Twincam, là, parce que j'étais manager du team Twincam aussi. Et donc, j'avais réussi à faire venir
mais c'était vraiment les exceptions. Les Asiatiques n'arrivaient pas à venir, en plus ils étaient jeunes, donc pour les encadrer c'était parfois compliqué. Et à l'inverse, quand on allait en Asie, on était une petite poignée d'Européens à avoir réussi à avoir fait le déplacement. Il y a eu aussi quelques déceptions à cette époque-là, parce que comme les jeunes parlaient pas forcément anglais, donc ils connaissaient pas forcément toutes les règles. Chacun fonctionnait avec ses règles chez lui, puis quand il arrivait chez les règles de l'autre pays, il gagne pas forcément. Ça a été le cas pour Alessandro, ça a été le cas aussi pour ce jeune Coréen, je me souviens. C'était le début, mais ça s'est mis en place, et puis après, ça a bien fonctionné. Donc, moi, j'ai gagné, oui, pour répondre à ta question, une fois sur la partie internationale, et quand ça a été officiel Coupe du Monde, Championnat du Monde, j'ai gagné 2 fois la Coupe du Monde. Et là, tu fais partie des patineurs qui se sont jamais arrêtés. T'es un inoxydable. Et on a l'impression qu'en fait, tu prends toujours autant de plaisir à rouler et que tu t'amuses toujours autant sur les patins. Et oui, je crois que la fédération m'a mis une plaque en tant que patineur. Il y avait du centenaire, là, quand on a fait les 100 ans de la fédération. On avait pour chaque discipline. Alors, c'est peut-être Luc ou Christian qui m'a sponsorisé, je sais pas. Aujourd'hui, je patine encore, toujours. Je pense que d'abord, le sport, c'est bon pour la santé. Je pense que le roller, c'est plaisant. Quand on a plus de temps et qu'on peut s'entraîner, les figures arrivent, et donc ça, c'est très plaisant. Après, quand on a un peu moins de temps, on entretient des figures, mais aussi, je veux dire, l'entretien physique, c'est quelque chose d'assez sympa. Puis là, samedi soir, il y avait une soirée encore chez Maglis, là dans le 92, à côté de Paris. C'était Ouais, chez Magali. chez Magali, exactement. Et donc voilà, j'étais content de participer. Puis j'ai encore participé à 2 entraînements là ce week-end aussi pour transmettre aux jeunes ou aux nouveaux. Voilà, parce que c'est un sport que j'aime. Vincent, tu es un mystère pour moi, je le dis à chaque fois, mais c'est un mystère. Combien de temps, comment c'est possible de rester autant de temps à faire du roller? Bon, t'as un peu répondu, mais ça reste quand même un mystère pour moi. C'est intéressant de voir que finalement, chacun d'entre nous fait de la transmission d'une manière ou d'une autre. Vincent, c'est la transmission à travers la pratique et à travers le patinage. Et nous, c'est de la transmission à travers l'audio et les histoires des gens qui patinent ou qui patinent encore ou pas, ou qui ont patiné, quoi. La mémoire. Merci, messieurs, pour ça. Alors, vous voyez pas à l'écran, mais Vince, il vient de sortir sa paire de rollers, voilà. Ouais, alors, c'est quoi ta paire de rollers que tu viens de sortir, là? Donc depuis, je roule donc un peu moins sur les circuits depuis 2020 parce que c'est le Covid, mais aussi effectivement parce que j'habite à La Réunion. Donc ça me fait 11 heures de vol pour revenir, et puis il y avait un billet qui doit faire dans les 1000 euros, donc c'est un peu compliqué. Avant de parler de ces rollers, je vais vous parler de ça. Et puis à La Réunion, je roule avec. Il y a aussi des patineurs en course, en agressif, en hockey. Et puis il y a les 2 frères Fort, Johan et Jimmy Fort, qui roulent là-bas. On a un super équipement, donc ça fait super plaisir. On a un Solvay Smaco. On fait donc moi j'ai plaisir à faire du speed slalom aussi là-bas, parce que par rapport à Invalide, c'est à peu près 3 fois plus grand. Et je me cogne dans personne, donc c'est bien sympa. Et donc depuis 2020, avec ce temps-là, j'ai aussi bossé un peu avec Rollerblade, qui m'a proposé de développer des patins de slalom carbone. Ils s'appellent les Crossfire. Ils sont en vente aujourd'hui. Et j'allais dire que c'est depuis peut-être 2005, 2008 que j'explique à Rollerblade qu'il faudrait faire un grand frère au Twister, le patin que j'ai eu de 97 à 2020. Et qu'il faudrait faire un patin en carbone et un patin d'une autre gamme. Donc Rollerblade y a réfléchi un certain nombre de fois, mais ils sont jamais passés à l'action. D'ailleurs, ça en a fait partir certains, ce temps de réflexion, parce que peut-être 15 ans passer à cette décision-là, c'était un temps important. Mais en 2020, ils me proposent la chose. On a déjà changé au moins 3 fois de responsable de marque. Et donc, on a commencé comme ça. Et en 2023, après de nombreux prototypes, c'est en vente. C'est des patins qui existent. Donc c'est des patins où je travaille avec des Américains sur la conduite du projet, avec des Italiens sur la définition des matériaux et des specs techniques, avec des Chinois sur la réalisation, et moi je suis à La Réunion. Alors en décalage horaire, ça fait des chouettes réunions pour essayer de se parler tous ensemble. Donc ça, c'était assez sympa. Donc maintenant, on travaille encore. Donc là, on a fait donc sur ces patins qui sont des patins 4 roues avec des platines réglables, spoiler réglables. Et maintenant, on travaille sur d'autres choses, sur des platines 3 roues.
Mais bon, un produit, c'est toujours l'adéquation d'une technique, de patineur, de client, et puis aussi d'un timing, parce que des fois la boîte le peut, des fois elle le peut pas. Donc voilà. Moi, j'y travaille parce que ça m'amuse, ça me passionne, et puis j'aime bien rouler dessus. Depuis, je roule en 110, en 110 mm, en 3x110 sur le speed, et c'est aussi super sympa. Moi, c'est vrai que je t'ai énormément vu en style. Après, c'est vrai que tu t'amusais aussi volontiers en slalom vitesse. Qu'est-ce qui t'a fait choisir plutôt le style que le speed, par exemple? Alors très pratiquement, aux Invalides, on est borné d'un côté par un escalier et de l'autre côté par des voisins sympathiques qui s'appellent les hockeyeurs. Si on fait du speed avec les hockeyeurs, il y a des chances pour qu'on finisse pas, on finisse pas le mois, soit les uns, soit les autres, mais en fait, on n'avait pas la place. Voilà, on n'avait simplement juste pas la place de pratiquer en toute sécurité cette discipline. Le speed, c'est quand même une discipline cardio, avec un goût de l'effort qui m'intéresse à mon âge aujourd'hui. Et puis, le style, c'est une discipline très complète, créative. Sympa aussi parce qu'il y a la musique, il y a tout ça. Créative, donc on peut inventer des figures. C'est une discipline très exigeante, le style, parce qu'il faut avoir une grosse condition physique, et aussi parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de figures, et pour les garder toutes, et ben, à un certain moment, il faut beaucoup, beaucoup d'heures de pratique. Aujourd'hui, dans la vie active, c'est un peu plus compliqué d'avoir toutes ces heures. Célibataire à Paris, c'était plus simple d'être au roller tous les soirs et tous les week-ends. T'en parles pas, et pourtant, à l'époque, tu faisais beaucoup de sauts aussi. On sautait beaucoup ensemble, beaucoup de sèches. Alors, tremplin, je sais pas trop si t'en as fait beaucoup ou pas, je pense, mais il y a toute cette partie-là dont tu parles pas, et pourtant, que ça soit toi, que ça soit Seb, que ça soit moi, que ça soit, en fait, on faisait tous beaucoup de sèches aussi à l'époque. Alors oui, alors je disais, j'ai commencé Team Sport Aventure à Bordeaux sur la Funbox, donc en courbe. Ensuite, j'ai passé un certain temps sur le tremplin plat. Alors le tremplin plat, bah, le problème, c'est qu'il faut avoir un club. Il faut avoir un gymnase où il est rangé, où on peut le sortir du placard. Voilà, parce que si on n'a pas de tremplin plat, ou si on n'habite pas à La Défense ou au Trocadéro avec un tremplin à dispo, on ne peut pas en faire. Voilà, donc ça, c'était assez sympa. Bon, je me suis quand même pris des points de suture là sur le menton. Je suis quand même tombé 2-3 fois en tremplin, donc voilà. Et puis après, la sèche, c'était beaucoup plus simple parce que finalement, on peut en faire un peu partout. Effectivement, la sèche, j'ai fait, ça doit être 2007, vice-champion de France derrière Hakim Neitchalal à Saint-Médard. Ça doit être 1,45 m. Ouais, c'est mon record, et depuis, je l'ai parfait. Ouais, ça fait quand même une sacrée hauteur au regard de l'époque. Si tu regardes les performances du dernier championnat du monde, par exemple, tu as Florian Petit-Colin qui a dans les un peu plus d'1,60 m, 1,63 m de mémoire. Il doit y avoir Damphal à 1,69 m, et les top 3, les troisièmes derrière, ils sont à 1,45 m. À l'époque, un 45, c'était pas ouf non plus, hein. Kim, Sylvain Vantna, enfin Sylvain Tarot, etc. Tous ces gens-là, ils sautaient un 50, un 55 sans problème, hein. Tu faisais, t'allais aux Invalides, Hakim, il était là avec Vegeta et tout. Un 50, ça arrivait régulièrement, hein. Seb aussi sautait beaucoup, et il sautait pas mal en hauteur. C'était loin de, après, des gens comme Pierre Jouvion, Pierre Bensi aussi, et c'était des gens qui sautaient hyper haut aussi. Donc c'était un 45 à l'époque, dans les années 90 et les années 2000, c'était normal, quoi. Je veux dire, t'étais pas un extraterrestre, hein, c'est clair. Ça se battait pas, les championnats de France, ils se battaient au moins à 50, quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire, c'était L'autre Fimemi, tout ça. les sauteurs, ils étaient au-dessus de 1,45 m, et puis après, les slalomers, ils faisaient du saut et ils arrivaient au-dessus d'1,30 m. À cette époque-là, on faisait tout, c'est-à-dire que les sauteurs, les mêmes sauteurs, faisaient du speed slalom, des fois du slalom figure. Bon, alors ça, c'était un petit peu différent, mais oui, quand on venait au championnat, on faisait toutes les disciplines pour le plaisir. J'aimerais bien qu'on passe à une autre partie qu'on a effleuré un petit peu, c'est tout le travail fédéral. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu ce que vous avez fait à l'époque avec Christian, avec Luc, etc. Comment tu as ressenti ça, et qu'est-ce que t'en gardes en fait de tout ça comme souvenir? Je pense que c'est un investissement, la Fédé, c'est quelque chose, donc à un moment, faut y croire, faut dire que faut croire que en investissement dans les structures politiques du sport, et ben finalement, on permet au sport de se développer. Le fait d'avoir réussi à créer le championnat du monde, je pense que ça le prouve. Et moi, j'ai commencé humblement les structures fédérales au comité départemental
Gironde, je pense, avec le grand-père de Delphine. Et là, j'ai rencontré beaucoup de passionnés du roller, des gens qui venaient de la course, qui étaient des années 60 ou des années 70, qui passaient en tant que retraités beaucoup de soirées finalement sur ces sujets-là. Et moi, j'étais un peu le seul jeune là à essayer de défendre cette nouvelle discipline qui s'appelait le roller acrobatique. Il y avait la CNRA au niveau national, mais au niveau régional, il n'y avait pas grand-chose. Et puis ensuite, au niveau départemental, il n'y avait pas grand-chose. Et ensuite, au niveau régional, il y avait la Ligue. Et donc, à la Ligue, on avait donc Thierry Cadet qui s'occupait aussi de la Ligue. Donc, pouvoir développer ces disciplines dans les structures fédérales. Et aussi pouvoir monter les clubs. Et voilà. L'investissement associatif, il se fait également dans les clubs. C'est du temps à passer dans des réunions. Pour avoir des créneaux, pour avoir des budgets, pour toutes ces choses-là. Donc humblement d'abord au niveau local, et puis après au niveau national est arrivé donc l'épisode de CNRA. À cette époque-là, effectivement, Christian, je me souviens, c'était où? Alors il y avait une assemblée générale. Christian De Becker, il portait un certain nombre de critiques. Donc il y avait des gens qui disaient, c'est pas bien géré. Ce que fait la CNRA, c'est pas bien, et il y avait une certaine frange de contestation qui disait on veut rentrer dedans pour voir ce qui s'y passe, sans renverser la table, juste rentrer dedans. Et Christian dit très bien, on me reproche de ne pas avoir de bureau, de ne pas avoir un secrétaire, un trésorier, un président. Le président c'est moi, mais il n'y a pas les deux autres. Et très bien, j'entends vos griefs, je mets en place. Donc maintenant, toi, ça s'était fait comme ça, c'était vote à main levée, qui est d'accord pour que ce soit Vincent le trésorier? C'est bon, c'est toi. En fait, j'ai même pas eu le temps d'être candidat. Alors, il faut quand même expliquer, Vince, il faut que tu rappelles un peu quel est ton métier. Moi, je suis contrôleur de gestion, et donc la partie pour faire les budgets, ça va bien. Et donc à ce moment-là, la CNRA, il y avait pas de trésorier, donc amener de la rigueur là, et puis voir comment fonctionnent les comptes. Moi, j'ai appris parce que venant des clubs, je voulais que l'argent aille dans les clubs, je voulais aille dans le développement. Et puis, j'ai appris qu'à la fédération, en fait, on touche une subvention. Donc, finalement, l'essentiel des recettes de la fédération, c'est de l'argent qui vient de l'État, qui est donné pour le sport de haut niveau. Donc, ils payent pour avoir une équipe de France, ils payent pour avoir des championnats du monde et avoir des médailles. Ils ne payent pas pour développer les clubs. Et si on utilise l'argent là où il n'est pas fléché, l'année d'après, il n'y a pas de subvention. Aussi simplement que ça. Donc en fait, j'ai appris la règle du jeu, simplement, que je ne connaissais pas avant. Et puis après, j'ai aidé à faire au mieux avec cette règle du jeu. On a fait des chouettes trucs. On a pu, en tant que France, supporter l'international aussi, ou contribuer au développement de l'international. On a développé l'international. Moi, je garde ce beau voyage aussi. Christian nous avait emmené avec Nicolas Mougin, développer donc le roller accro, le roller agressif aux États-Unis. On était allé en Californie à une réunion avec l'ASA à Woodward West. Et les gens de la course étaient persuadés qu'il fallait pousser la course comme première discipline pour être Jeux Olympiques. Et les gens de l'agressif et en particulier les Américains, il y avait Arlo Eisenberg, étaient persuadés qu'il fallait pousser l'agressif comme discipline olympique, et notamment parce qu'ils avaient le soutien des annonceurs, des sponsors. Puis c'était pas ABC, enfin ils avaient beaucoup d'argent qui les suivait, et puis les Français, eux, pensaient qu'au contraire il fallait avoir une discipline bien établie, avec des règles, avec un dossier fédéral, et voilà. Donc on avait des approches très très différentes. D'ailleurs à cette époque-là, quand on était dans des fédérations, on expliquait l'associatif aux Russes, et les Russes nous disaient mais vous gagnez pas d'argent avec ça, mais pourquoi vous faites ça? Beaucoup de visions du monde très différentes, complémentaires, et qui ont permis ensemble de construire les championnats du monde de roller accro et de slalom. Donc ça, c'était ça le développement du régional au national, et puis ensuite vers l'international. T'es resté combien de temps au niveau de la CNRA? Alors la CNRA, c'est 4 ans, hein, en fait, une Olympiade. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on est élu pour 4 ans. Je me demande si c'était pas 2004-2008, enfin je sais plus. On fonctionne pendant 4 ans, puis au bout de 4 ans, avec Christian, on se représente, on refait une liste. Donc avant, il y avait personne, enfin il n'y avait pas beaucoup de candidats, mais en 2008, là il y avait plusieurs candidats. Il y en avait au moins 3. Il y avait Monique Aymar et Eric
de Nice, Roller Attitude. Et donc voilà, et suite à cette élection, donc c'est Monique Aymar qui passe. Et donc là, à ce moment-là, la CNRA s'arrête, enfin cette équipe-là s'arrête. Donc je m'arrête avec Christian. Et puis en 2008, j'avais aussi beaucoup de travail côté IFSA qu'on avait lancé pour organiser chaque circuit. Donc l'organisation des championnats du monde, c'est une mécanique infernale. Il faut trouver des villes candidates. Et pour chaque ville candidate, il faut mettre en place une équipe projet. Donc j'avais aussi essayé de recruter des équipes projets avec des différents responsables projets ville par ville. Il faut avoir un budget, il faut relire les budgets pour chacun pour être sûr qu'ils vont pouvoir organiser cette étape. Il faut avoir un cahier des charges, il faut avoir du matériel, vérifier que chacun puisse mener à bien cette organisation. C'est un gros défi, je le fais. Mais alors ce qui est infernal, c'est qu'une fois qu'on l'a fait pour tout un circuit, et des fois jusqu'à, je sais pas, 8-10 étapes, et ben l'année d'après, ça recommence et ça recommence. Et donc c'est une machine sans fin qui se lance, et ça demande quand même beaucoup d'énergie. Donc il fallait, je sais pas, je devais passer au moins 2 heures par jour à faire ça tous les jours, en plus de aller faire du roller. Vince, il y a un truc, enfin, j'aimerais bien qu'on parle maintenant de la partie FSA. Et j'aimerais bien que tu nous racontes un peu l'histoire de la FSA, c'est-à-dire comment et pourquoi ça a commencé et jusqu'au moment où ça s'arrête en fait. Alors explique-nous un petit peu. En 2002, donc on essaye de monter un circuit à plusieurs pays parce que on se retrouvait tous à Lausanne, mais on avait envie d'avoir un circuit avec plusieurs étapes. Donc on discute pendant une année sur trouver des règles communes et bien sûr être candidat pour l'année suivante organiser un circuit. Je crois que le premier circuit ça devait être 4 étapes. Monza à côté de Milan, Lausanne, le championnat de France, je sais plus où il était, et puis Amsterdam. Quand on s'est lancé comme ça, au départ, Christian me dit mais il faut personnaliser le truc, il faut conduire le projet, il faut impulser la chose, et donc il faut que tu te lances, quoi, il faut le faire. Donc je prends les choses en main et je monte une association qui s'appelle l'IFSA, International Freestyle Skaters Association. Alors on avait déjà l'ASA, l'Aggressive Skaters Association, et donc on s'est dit bon, on va en faire un pour le slalom. Sauf que ça valait pas à tout le monde, donc on a mis freestyle, et on n'avait pas le titre de mondial, donc on s'était dit voilà, je vais appeler avec international. Ça se lance comme ça, et puis il faut monter une structure. À un moment, il nous faut quand même aussi un peu d'argent pour pouvoir financer des choses, pouvoir aider un petit peu au fonctionnement, avoir un site internet où on mette les dates, voilà. Il faut avoir des juges. Après, il faut avoir des tenues pour les juges. Quand le circuit se lance, il nous faut un cahier des charges. On organise quelle discipline, il nous faut combien de temps, il y a combien de patineurs, quel matériel est nécessaire. Donc il nous faut des cellules, il nous faut des plots, il nous faut de lice, il nous faut des tentes, il nous faut des vestiaires. Et puis donc derrière les juges, après il faut les former. Donc on organise aussi des formations de juges avec derrière les formations quand même un test, un examen pour dire que ça marche ou ça marche pas. Et il faut que les règles elles soient suffisamment claires pour que tous les juges réussissent à mettre en œuvre. Le but, c'est pas qu'il y ait un juge, il trouve 3 sur 5 quand l'autre a trouvé 5 sur 5. Donc il faut quand même il faut trouver des règles objectives. Et toute cette mise en place demande beaucoup d'investissement. Moi, j'y passais à peu près 2 heures tous les jours pour organiser ça. Trouver les villes, trouver les organisateurs, les chefs, les responsables de projet, et les budgets. Et donc l'IFSA monte comme ça, et au bout d'un moment, ça fonctionne bien. On organise des assemblées générales, on était à Paris. Les Espagnols, les Italiens, les Russes qui viennent aux assemblées générales pour voir comment ça fonctionne, ce qu'on veut changer, ce qu'on veut améliorer. Donc au bout d'un moment, quand ça roule bien, on rencontre la FIRS, on transforme ce championnat international en un championnat du monde. Et là, finalement, ça amène notre sport là où on voulait. Puis après, la dimension supérieure, olympique, alors là, il faut avoir 50 nations qui participent, ça deviendrait trop compliqué. On a passé un temps certain aussi à l'IFSA, aussi au développement. Alors on a eu des bons moments, enfin des moments rigolos. Donc le développement avec le Sénégal, avec les différents des pays lointains, avec la Colombie, avec le Pakistan, voilà. Et je me souviens d'une fois où on avait des patineurs aussi qui venaient d'Inde, et donc on doit organiser finalement beaucoup des visas, des choses comme ça. Et des fois, ils avaient des profils pas très patineurs, pas très sportifs, donc on a touché des situations un peu délicates.
Également, on a des situations délicates avec la Chine, avec Taïwan, avec Singapour, où tout le monde n'a pas la même notion du développement du sport et donc il faut réussir à se mettre d'accord, à s'harmoniser. Les fédérations sont là depuis longtemps et puis il y en a, ils aimeraient bien être juges de slalom, même s'ils étaient juges d'artistique, par exemple. Voilà, l'IFSA, on met une certaine rigueur sportive, associative, avec une empreinte française, mais parce qu'on part de là. Et on monte ça au titre de championnat du monde. Et arrive un moment, l'accréditation de l'IFSA s'arrête et la FIRS prend finalement la chose avec la WSSA et notamment aussi avec des sponsors qui soient plus présents, plus engagés dans ce championnat du monde. Pour moi, Rollerblade et Technica étaient donc des sponsors, mais qui étaient engagés sur de l'événementiel, sur de la promotion, sur des choses comme Lausanne, qui sont des événements, on va dire, moins formalisés, mais plus grand public, parce que leurs patins étaient comme ça. Et donc à ce moment-là, moi, je trouve pas forcément les relais pour suivre. Et puis, faut redire les choses comme elles sont, hein, c'est qu'à un moment, le championnat du monde, à organiser tous les ans, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie et trouver une porte de sortie, c'est bien aussi. Qu'est-ce que tu fais après l'IFSA? Alors l'IFSA, dans un premier temps, on continue à faire des étapes internationales et notamment avec Carlos. Alors j'ai pu organiser beaucoup de masterclass aussi. Donc ça, j'ai continué. Après, je passe vétéran, donc là, il y a quand même une génération qui passe et puis beaucoup de jeunes. Et puis, je continue toujours le roller parce que ça m'intéresse toujours beaucoup en tant que sport. Je pousse aussi donc au développement et donc j'entraîne, je redéveloppe, à un moment, je suis muté en province, à côté de la Suisse là, donc dans des endroits à Besançon, dans des endroits, où le sport est pas très développé, donc on redynamise, je refais des clubs, retrouver des créneaux, remonter un championnat régional pour pousser pour les gamins, enfin voilà, c'est ça que je fais. Tout du long, je continue à travailler avec Rollerblade sur les patins. Donc sur les tout premiers, Twister qu'on avait, qui étaient orange, ils sont devenus après noirs. Après un jour, on a fait un spoiler parce qu'il y en avait pas au départ, on avait des crochets des chausson intégrés. Ensuite, on change les matériaux, ensuite on rechange les platines pour les solidifier. Puis on arrive, un jour en 2020, à travailler sur ces rollers carbone dont on a déjà parlé, hein, et qui sont donc plus légers, plus rigides, qui répondent mieux par rapport à des patins plastiques, qui également ont des platines réglables. Donc ça veut dire qu'on peut au lieu le slalom, on patiner en 76, 80, 80, 76. Des dimensions de roue qui permettent d'avoir une banane ou un rockring qui permettent de donc avoir une meilleure rotation sur les patins. Avec des platines où on peut remonter les roues de devant et roues de derrière, et finalement on peut rouler en tout 80 et ça permet de faire des wheelings sur des roues plus grosses qui roulent un peu mieux. Et on pousse les spoilers réglables pour aussi avoir une bonne flexion et permettre d'avoir un bon wheeling talon, là où d'autres patins peuvent bloquer, et aussi faciliter la figure assise, donc avec le genou en avant. Donc là, on est passé avec l'IFSA d'un circuit qui était très orienté sur le slalom classique à un format qui est plus orienté battle. Et aujourd'hui, finalement, on voit quand même une certaine résurgence du slalom classique. Comment tu vois l'évolution de la discipline dans les années passées et à ton avis, comment elle va évoluer dans les années à venir? Moi, j'étais contre le battle. Ma position, c'était le nombre de patineurs et le nombre d'athlètes n'était pas suffisant pour avoir 2 disciplines. On a toujours été sur un sport en développement. Donc un sport en développement, ça veut dire qu'à un moment, par exemple, on voulait sélectionner le nombre d'athlètes qui pouvaient aller en finale ou au championnat du monde et les limiter. Un sport en développement, c'est qu'au contraire, on va lever ces limites pour encourager le plus de gens possible à venir. Un sport en développement, c'est aussi avoir regrouper suffisamment les catégories pour avoir suffisamment de participants dans les disciplines. Et le battle était pour moi trop cousin du slalom figure. J'étais ni pour ni contre l'un ou l'autre, mais j'étais contre la division. Faut se souvenir qu'au tout début, le battle n'était pas venu dans les mêmes. Il était venu sur d'autres événements. C'est-à-dire, il y avait un événement battle et puis un événement classique. Et puis après, ils ont été fusionnés. C'était bien aussi. Mais au départ, c'était aussi réorganiser la discipline autour d'une forme moins réglementaire, moins organisée, plus souple, plus de rue, ce qui était aussi une bonne vision aussi. Ma vision à moi, c'était de dire il faut pas se séparer. On est trop petits.
Je veux dire, il y a d'autres sports comme le foot, le rugby, le basket, le tennis, ils sont énormes. Si on veut exister sur la scène sportive et puis être un petit peu connu, un peu reconnu, parce que on passait pas tous les matins à la télé ou dans Stade 2 non plus, hein. Et on n'était pas connu de tout le monde. Beaucoup nous voyaient comme un spectacle. Voilà, si on voulait être un petit peu connu, il fallait être ensemble. C'était ma position au début. Le battle a évolué et a permis d'être strictement technique et donc a bien fait progresser la discipline en termes de performance technique. Je pense aussi, c'est ce qu'on faisait, tu dis dans les Jeux aux Invalides, à faire de la pure technique. Donc moi, ça m'allait, ça me plaisait, mais dans un format ensemble. Voilà, donc il a eu cette vertu-là. Moi, je crois maintenant que tu me demandes l'avenir, hein, je vois un petit peu les performances techniques d'aujourd'hui. Le championnat du monde vient d'avoir lieu, sont époustouflantes. Patricia Huchier. Elles sont époustouflantes, ils sont vraiment très très forts et avec des niveaux, des jeunes qui ont des niveaux très, très, très impressionnants. Pour autant, je crois que la technique pure n'apportera pas l'adhésion d'un public pour la discipline parce que ça devient un peu trop compliqué. Donc ça marche qu'on ait beaucoup de patineurs parce que entre patineurs, on reconnaît la performance. L'avantage du classique, c'est qu'il marie à la fois la performance, à la fois le spectacle. On arrive à entraîner le public avec nous et avec le public, et ben aussi l'économie de notre sport, les annonceurs, et voilà. Et ça, c'est très important pour exister dans toutes les dimensions du sport, je veux dire politique, économique, sportive. De la même façon, on s'était posé la question dans notre développement du sport, est-ce qu'on doit avoir des championnats en intérieur pour des conditions sportives optimales, ou est-ce qu'on doit avoir des championnats du monde en extérieur pour être visible du grand public? Bon, quand on les a fait en extérieur, des fois, c'était pas très bien. On était dans de la pente, il y avait des trous, des fois un peu de sable, mais je me souviens, par exemple, qu'il y a des fois, il y avait des compétitions, il y avait des gens dans le public le lendemain, enfin ou les années d'après, ils se sont mis au roller et ils sont devenus d'autres athlètes et je connais des champions comme ça, qui ont été des spectateurs de compétition, en fait. C'est intéressant de partager son sport et développer son sport, ça passe aussi par le faire voir à tout le monde. Il y a quelque chose dont tu as pas du tout parlé et pourtant, ça me semble important pour éclairer aussi, et balancer un peu ce côté, compétition, c'est, ta maîtrise des langues. Parce que tu parles, plusieurs langues parfaitement ou au moins très bien et que, je pense que comparé à d'autres, ça a certainement aidé et facilité, les choses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En tout cas, ça, c'est mon ressenti pour, avoir, longtemps, traîné avec toi. Alors oui, moi j'ai, bon, un peu quelques facilités au départ, donc l'anglais c'était assez facile. Christian aussi, hein, qui parle très bien anglais. Le sport, ça donne envie de parler plusieurs langues, donc voilà, j'avais déjà les langues, hein, avant de me mettre au roller parce que je m'y suis mis vers 18 ans, pour de vrai, mais les langues, ça la volonté de parler aux autres, ça donne envie d'apprendre les langues. Bah, je citerai, les Russes. Au départ, on pouvait rien leur dire parce que et puis après, il y en a beaucoup qui se sont mis à parler, ouais, plusieurs langues. Enfin, il y en a qui parlaient déjà très bien, mais certains parlaient que russe, et puis ils s'y sont mis. Les Coréens qui parlaient que coréen, bah, c'est pareil, maintenant ils parlent très bien anglais. Les Espagnols et les Italiens, ils parlent aussi anglais, mais ils parlent bien espagnol et bien italien quand même, hein. Donc moi j'ai fait anglais, après j'ai fait allemand. Ça c'était moins utile parce que finalement les Allemands étaient aussi, comme les Hollandais, assez polyglottes. Après j'ai fait espagnol et alors là, notamment quand j'ai fait les masterclass en Espagne, et ben quand on parle espagnol, c'est quand même beaucoup mieux que quand on parle anglais. Voilà, ça c'était ma base. Et puis après, bah, quand on a rencontré les Russes qui aussi étaient polyglottes et toi aussi Walid, hein, qui t'es mis aux Russes. Et puis leur niveau de patinage était bon. Et ça donnait envie vraiment d'aller vers leur culture. Aussi sur la façon de patiner, la façon de s'entraîner, la façon de tenir les sites web, l'information. Enfin, on avait plein de points communs. Et donc, en voulant se rapprocher, bah, on a appris un peu comme ça. Au départ, avec quelques phrases types euh, de la, si je citerai la Miscali, hein, salut Scali, avec le poney maillot, hein, ce qui veut dire Yannier poney maillot, c'est-à-dire je comprends pas, mais on avait des trucs mémotechniques, hein. Et puis on a dans notre team, on a monté notre team Friends là, avec Christophe Flinois, avec Olivier Herrero, avec Scali, et voilà, Luc. Clochette. Ouais, Clochette aussi. Et puis on a fait des beaux voyages et c'était c'est pas grâce au roller. Donc voilà, il y a eu le sport,
la découverte et c'est passé aussi par les langues. Sur l'évolution du sport à l'international, effectivement, au départ, les Européens, ils ont bien mené la barque. Et puis après, il y a eu le gros boom du roller en Corée. La Corée est montée, la Chine est montée un petit peu après la Corée, la Russie est montée aussi de son côté. Aujourd'hui, ça, c'est des nations qui ont l'air de vraiment dominer complètement la place en slalom. Est-ce que les Européens, ils ont encore un avenir en slalom freestyle, battle, voire speed? Il y a des nouvelles nations qui montent, hein. Ah oui, il y a l'Iran aussi en speed. Exactement. Il y a l'Iran en speed, ils ont des temps incroyables. Quand on était à Lausanne, on se rapprochait des 5 secondes et puis il y en a un qui était descendu en dessous les 5 secondes. Et là, ils viennent de descendre en dessous les 4 secondes. Donc, ok, on free start. C'est des temps incroyables. Depuis, on est passé en 3 roues. Ils sont en chaussures basses de vitesse. Voilà. Donc, la discipline a beaucoup progressé. Aujourd'hui, l'Italie est très forte sur la scène freestyle. Les patineurs, Ouais, c'est vrai qu'avec Lorenzo et Demuro voilà. et Gus Landi. L'Espagne est très forte aussi, quand même, que Carlos Nelson, il roule bien. Je ne veux pas citer tous les noms parce que sinon, forcément, je vais en oublier. L'Italie et l'Espagne roulent très bien. Côté France, on a eu un bon relais là sur la hauteur pure et le skate cross. C'est vrai que sur la partie slalom vitesse et freestyle, on n'a pas lâché, mais on n'est pas sur les podiums. Donc ça continue, mais moins fort. Côté Russie, Biélorussie, Ukraine aussi, ça roule bien. Avec toujours cette caractéristique quand même qu'il faut dire, c'est dans les pays où il fait froid, il y a des skateparks indoor. Et quand il y a des skateparks indoor, on peut rouler tous les jours. Dans les pays où il fait franchement chaud, on peut rouler tous les jours. Et dans les pays où il fait moitié-moitié, un peu comme en France métropolitaine, il n'y a pas assez de monde qui va dans le skatepark indoor. Donc le skatepark indoor, il fait faillite. On repense à notre célèbre roller park Avenue, où on a passé un certain temps aussi à s'entraîner avec tous les Parisiens. Et donc du coup, ça roule bien l'été, et puis l'hiver, ça se finit sous un pont, dans une salle trop petite, ou dans un gymnase pas très grand, et encore un créneau par semaine. Et ça peut peser aussi sur la performance. Voilà, entre celui qui va tous les soirs peut s'entraîner au skatepark, et puis en plus, les Russes ont des skateparks super sympas, avec café à côté, avec musique, et par-dessus ça, faut pas oublier qu'ils ont un talent pour tenir les écoles de roller, et les entraîneurs, et ils s'entraînent fort. Ouais. Ouais, ils sont assidus, et donc ils ont des résultats. C'est la première chose qui nous a frappé, je crois, quand on les a rencontrés, c'est le L'engagement. dévouement au sport. J'ai une anecdote, je me rappelle toujours de Dmitri, un des Russes historiques qui avait... Dmitry Miloshin. Ouais, Dmitri Miloshin. Il avait un bon poste dans une banque, il a arrêté pour faire du roller et être vendeur chez Roller Club. Et on était là, genre, mais pourquoi t'as fait ça? Il dit, parce que je veux faire du roller. Et en fait, en gros, je vais pas dire que c'est un concept qui est inconnu chez nous, mais ils ont pas le même rapport à l'entraînement, et ce qui pour nous est parfois plus un hobby, pour eux, ça rigole pas, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le voyais moi à l'époque. Quand on les a rencontrés, c'était, j'ai encore les premiers souvenirs de la première fois que je suis arrivé à Lausanne et que j'ai vu m'entraîner les deux catchés à l'époque. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Vince et je lui ai dit, OK, ça va être compliqué là. T'étais pas encore arrivé. Je dis, OK, Vince, là, je crois que ça va être compliqué là. Là, on a des clients là. Ouais, ça a été compliqué, mais on s'y est mis. Côté France, on a passé de belles années, hein. On est donc équipe de France. On a eu le classement sportif de haut niveau, et à un moment, on s'entraînait vraiment fort, c'est-à-dire à peu près tous les jours. Toi, tu l'étais d'ailleurs. Et ouais, moi On j'étais. en a pas parlé. Et donc aller à la salle de sport en plus en complément musculaire, et puis donc notamment sur la presse, parce que la cafetière wheeling, elle s'est aussi passée par de la presse à cuisse, donc ça a complété, et aussi de l'entretien pour les étirements, pour éviter les claquages, donc une discipline sportive. Et je pense qu'aujourd'hui, nos athlètes en hauteur pure ont une discipline sportive très sérieuse, qui a rien à envier aux autres, donc on peut avoir aussi cette discipline sportive. Je dis juste que les infrastructures dans ces pays où il fait plus froid facilitent cet entraînement quotidien. Voilà. Après, l'entraînement quotidien, ça demande beaucoup de sacrifices. Donc je repense aux athlètes qui viennent d'arriver, qui finissent la saison là aujourd'hui, et donc cette
engagement et ça a aussi des sacrifices parce que ça veut dire il faut vivre roller tous les jours. Donc, pas marié, pas d'enfant, et à un moment, ça devient compliqué de tout, de faire tout en même temps. Tu peux nous expliquer quel était ton quotidien à l'époque, quand tu étais athlète de haut niveau? Comment ça se passait, en fait, par rapport au boulot, par rapport à l'entraînement et cetera? Bah, ça fait, donc des exercices, tous les jours à pied et puis, rouler par plaisir tous les soirs, mais quand même s'entraîner et puis, passer à peu près tout le week-end, sur les rollers. Donc, donc ça veut dire faire beaucoup d'heures. J'avais pas forcément une grande efficience dans mes heures d'entraînement parce que j'avais beaucoup d'heures. Mais oui, du coup, j'avais beaucoup d'heures donc au bout de la journée, l'entraînement était fait. Mais ça veut dire un planning, de travail qui est, adapté? Qu'est-ce que ça veut dire être, sportif de haut niveau? Qu'est-ce que ça apporte? Alors sportif de haut niveau, ça veut dire qu'on a une sélection équipe de France. Le planning adapté, ça dépend de ta boîte. Donc il y a des boîtes et moi la mienne, elle a mis au moins 3 ans à trouver le texte, mais en fait à la fin on l'a trouvé qui te dit: «Bah voilà, quand tu es sportif de haut niveau, quand tu vas en sélection équipe de France, tu as le droit à des jours, de congés supplémentaires. Quand tu vas en déplacement en compétition, tu as le droit à des jours de trajet supplémentaires» et donc oui, oui, j'ai fait ça. Si je parle de Vince, il y a un mot qui me vient, tout de suite à l'esprit, c'est la fidélité. À la fois en amitié parce que depuis toutes ces années, même si on se voit pas tout le temps, on est toujours là. C'est comme avec Luc ou avec, quelques autres personnes. La fidélité, dans ton engagement en termes d'organisation, de transmission et cetera et ta fidélité avec Rollerblade aussi? Où, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient partis depuis longtemps en n'ayant pas, justement plus de latitude. Je dirais c'est aussi de la constance dans ce qu'on aime. Ouais. Moi, j'ai eu des propositions, hein, pour aller travailler, chez d'autres marques de rollers, mais comme on l'a dit tout à l'heure, là, moi, je suis contrôleur de gestion, donc j'ai une carrière à faire, dans ce métier-là. Maintenant, je suis responsable financier, donc voilà, et ça m'a semblé être une carrière, professionnelle qui me permette de faire ce que j'ai envie. Alors que le développement du roller, c'est une industrie qui est un peu plus courte dans le temps et j'ai pas voulu suivre cette voie. Ce que j'aime dans le roller et ma constance, elle est en tant qu'athlète, en tant que, peut-être développement du sport. Elle est pas en tant que business. Ça m'intéresse un petit peu moins en fait, à un moment si, avec Rollerblade j'étais, sponsorisé avec une aide financière, c'était en tant qu'athlète. C'est pas en tant que vendeur, c'est pas en tant que démo, c'est pas en tant que concepteur. Alors aujourd'hui, la conception de produits, pourquoi je le fais? Bah, c'est aussi parce que je pense que ça permet en tant qu'athlète, de mieux patiner, d'avoir un patin qui correspond mieux pour moi-même, mais aussi pour les autres qui ont envie de faire du slalom. Je le fais, avec passion, mais pas avec, ambition professionnelle. Donc voilà pour Rollerblade et puis, j'oublie pas, tout ce que je dois au roller. Effectivement, tous les bons moments qu'on a eus, d'amitié, les succès, des fois les échecs aussi, hein, parce que quand on fait du sport, il faut gagner et perdre, ça fait partie. Les 2 sont nécessaires. Le développement qu'on a pu faire, les voyages, les rencontres. Puis j'oublie pas que tout ce qu'on a fait en roller, c'est aussi, un capital santé qu'on a gagné, de pouvoir, faire, toute cette activité sportive-là. Donc, ça, c'est important. Je pense que c'est bon pour la santé. Il faut rouler. Eh bien, on va arriver à la fin de l'entretien. Enfin, à chaque fois, on a une question un peu rituelle. Enfin, on a même deux questions rituelles. La première, c'est qui aimerais-tu qu'on interviewe et dont tu aimerais bien entendre parler au micro de Balado Roller? J'aimerais bien entendre Luc. Bah, on l'a déjà fait. Mais comme vous l'avez déjà fait, voilà. On n'est pas beaucoup, à avoir une très grande expérience comme ça de bout en bout dans le roller accro, ou roller agressif ou le freestyle. Alors, il y en a à la vitesse, hein, il y en a d'autres endroits où OK, mais voilà. Ce qu'il y a, c'est que vous y avez pensé avant moi, les gars, donc vous les avez déjà fait. Donc vous faites des chouettes interviews et merci de remettre la mémoire un petit peu de tout le monde là. C'est, sympa à écouter et puis c'est bien à garder aussi. Merci. La dernière question, c'est la tribune libre. Voilà, si tu veux faire passer un message aux auditrices et aux auditeurs de Balado Roller. Faites du roller, faites du roller. C'est une belle école, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la créativité, c'est bon pour la bonne humeur, c'est bon pour, rencontrer d'autres gens qui ont envie, de partager, cette activité, ce sport. Le sport, c'est aussi bon pour le développement personnel, c'est bon pour les valeurs parce que, il y a une valeur simple qui dit, «Quand on s'entraîne, on progresse». Voilà et puis, c'est amusant.
N'oubliez pas de rouler surtout, à tout âge. Voilà, à 3 ans, à 7 ans, à 30 ans, à 70 ans, allez-y. Vous pouvez commencer à tout âge. Amusez-vous doucement, doucement, et souvent, et vous progresserez, vous prendrez beaucoup de plaisir, c'est super sympa. Roulez. Mon mot de la fin à moi, c'est juste, on s'est bien marré quand même. Voilà. Ouais, c'était plaisant. C'était plaisant de repasser ces moments-là avec toi, Vincent. Ça a été un petit bain de jouvence, un petit peu d'une certaine manière, parce que finalement, tu disais ah putain t'as pas vieilli, Alex. Bah ouais, toi, moi je te vois rouler, j'ai l'impression que tu vieillis pas. Honnêtement, j'ai un peu glissé vers les mêmes disciplines que toi ces derniers temps là, depuis que ça s'est un petit peu calmé. Et c'est vrai que le slalom, il garde cet aspect très ludique, très fun, qui fait que tu continues à t'éclater sur les patins sans te prendre au sérieux et sans enjeu, quoi. Il y a juste ta souplesse que j'aurais jamais, mais ça... Ça se gagne, et puis le slalom aussi, c'est finalement un sport tout en douceur, donc sans trop de blessures quand même. Dans le sport, il faut aller doucement, étape par étape, s'y remettre fréquemment, et crescendo, ça permet de gagner là en souplesse, gagner en posture, en stature, en force, et puis après en tricks, et puis après on se fait bien plaisir. Merci Vincent de nous avoir consacré ce temps-là. Merci à Walid. C'était un nouvel épisode de Balado Roller. Nous vous remercions pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver soit sur rollerenligne.com avec toute la rubrique historique de nos précédents podcasts, soit sur les différentes plateformes de podcasts. N'hésitez pas à poster des commentaires, à faire des remarques, voire à faire des dons pour soutenir l'association rollerenligne.com qui va fêter ses 20 ans là dans quelques jours. Merci à tous et à bientôt sur Balado Roller.